souvent le risque en fait, si quelque chose que tu veux entreprendre ça rate, ça aura des conséquences relativement mineures, mais si ça réussit par contre ça peut changer ta vie et ça peut changer beaucoup de choses. Donc le rapport risque-récompense il est très bon, donc c'est dommage de pas le prendre, tu vois. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent leur vie. C'est rarement les joueurs les plus talentueux qui arrivent au meilleur niveau. N'oubliez pas de vous abonner à Nouvelle École sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast. C'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute. Genre tous les trucs enregistrés, c'était des vidéos quand je jouais à l'époque, c'était des vidéos par les chaînes de télé. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas des MP4, tu vois, il y avait pas de fichiers vidéo, pas de. Ouais, il y avait beaucoup d'enregistrement de l'écran, des choses comme ça. Ouais, il y avait moins de photos et autres, il y avait beaucoup moins de matériel disponible sur le. Bah, en fait, il y avait beaucoup moins de matériel disponible sur Internet en général. À l'époque, quand même s'il y avait Internet, tu vois, c'était un peu moins d'une vingtaine d'années, il y avait quand même beaucoup moins de médias disponibles, en fait, tu vois. Ouais, et puis toi, quand tu as commencé à... Parce que toi, je sais que tu as commencé à jouer au jeu très tôt. Je crois que tu avais un frère qui jouait et tu as commencé à t'y mettre. Ouais, j'avais 3 ans, en fait, parce que mon frère, il a 10 ans de plus que moi. En fait, j'ai un frère et une sœur et ils sont jumeaux, mais donc mon frère, il avait une console ou je sais pas quoi, ou un PC. Je sais non, pas... Qu'est-ce qu'il avait eu peut-être un Apple, je sais pas quoi. C'était pas un Mac à l'époque, peut-être un Apple, je sais plus. Enfin, un Apple II ou un truc comme ça, là. Peut-être. Et pour son anniversaire, en fait, quand il avait 13 ans et moi, j'avais 3 ans, et donc, comme ma sœur voulait pas jouer avec lui, il jouait avec moi. Et donc, j'étais un peu martyrisé, tu vois, parce que c'est dur de gagner. C'est dur de gagner. Il y avait un gros handicap quand même à l'époque. Vous jouiez à quoi? Je sais plus trop comment jouer. Franchement, c'est difficile. Il y avait des jeux de gladiateurs, des jeux de. Un peu tous les types de jeux, ouais. Et après, toi, t'avais continué à jouer beaucoup. Du coup, où tu t'y es remis vraiment plus grand? Non, je jouais tout le temps, en fait. J'ai toujours adoré jouer, en fait, tu vois, que ce soit des jeux vidéo, même des jeux de société avec ma famille ou autre. J'aimais bien jouer, en fait. Donc je jouais tout le temps. J'ai joué tout le temps, mais c'est vrai qu'au départ, en fait, je jouais, mais à l'époque, quand il n'y a pas encore eu Internet, c'était moins intéressant, tu vois, parce que les IA, c'était pas terrible, et le fait de jouer contre les adversaires humains, ça a révolutionné la chose, ça, tu vois, ça a apporté une dimension supplémentaire une dimension de compétition, un peu. Ouais, la compétition et c'est de challenge et c'est motivant, tu vois, parce que faire les jeux solo c'est sympa, mais c'est pas aussi intéressant, tu vois, quand tu joues contre d'autres humains, il y a le jeu qui évolue, le metagame, c'est vraiment une dimension complètement différente, en fait. C'est quoi que t'appelles le metagame? Le metagame, ça veut dire qu'en fait, c'est un peu comment t'expliquer? En gros, c'est genre, tu vois, si on joue à pierre, feuille, ciseaux, tu vois, et si je sais que tu vas toujours ouvrir pierre, genre les 100 dernières fois, va falloir que j'ouvre feuille, et si tu sais que je sais ça, va falloir que tu changes de ce type de jeu, en fait, tu vois, c'est la dimension du jeu qui évolue par rapport au fait que par rapport aux stratégies qui sont qui sont plus ou moins à la mode ou en vogue ou qui marchent bien, et ça apporte vraiment une dimension de réflexion supplémentaire par rapport à tout ça. Et en fait, à quel moment tu as commencé justement à prendre ça en compte? Parce qu'il y a plein de joueurs qui restent des joueurs un peu hobbyistes, quoi, tu vois, où tu joues mais tu commences pas à rentrer vraiment dans le metagame et à apprendre comment avoir des stratégies gagnantes, tu vois. Assez tôt, en fait, dès que j'ai eu accès à Internet, en fait, et quand j'ai pu jouer contre d'autres joueurs, en fait, c'était clairement la manière de gagner, en fait, c'était de prendre en compte leur stratégie et justement développer quelque chose qui est adapté à ça, en fait. Et il y avait déjà des ressources pour apprendre sur Internet, ou des gens qui partageaient, ou tu voyais que en jouant? Ouais, il y avait des gens qui partageaient, mais c'était très dur à l'époque, hein. Fallait vraiment en connaître, parce que genre à l'époque, il y avait même pas, quand j'ai commencé à StarCraft, il y avait même pas de replay, en fait. Il y avait même pas de mode observeur, en fait, à l'époque. Il fallait genre être chez quelqu'un, ou non, il fallait genre tu vois, genre les cartes populaires, en fait, il y avait 4 joueurs, et donc comme c'était un jeu souvent en duel, en fait, tu peux avoir c'est comme c'est une carte à 4 joueurs, en fait, tu prenais tes RAN et tu faisais décoller ton command center et tu te cachais et ils te partageaient la vision, en fait, tu vois. OK. Comme si c'était des trucs alliés, tu vois, que tu peux partager la vision à tes alliés, en fait. D'accord. Et bah, ils te partageaient la vision pour que tu puisses observer la partie, mais donc du coup, il y avait que 2 places, et donc souvent il y avait des listes d'attente et tout. Fallait connaître les joueurs, parce que en fait, si tu connaissais, fallait qu'ils t'invitent dans la partie, et après il fallait que
des fois il y avait des listes d'attente et tout, et donc il y avait beaucoup moins c'était beaucoup plus difficile d'étudier parce que en plus tu pouvais regarder, mais tu pouvais pas. Maintenant c'est des replays, tu peux mettre pause quand tu veux, tu peux tout. Alors qu'à l'époque en fait c'était beaucoup plus dur il y avait beaucoup moins de ressources il y avait ça, mais il y avait vraiment aucune ressource d'apprentissage en elle-même pour être meilleur à StarCraft ou aux jeux vidéo en général, je pense, parce que de toute façon c'était quand même beaucoup moins répandu. Même si StarCraft était un des jeux les plus populaires à l'époque, c'était quand même beaucoup moins répandu. Ouais, puis c'était nouveau. À la limite, si tu veux devenir bon en échecs, t'as plein de bouquins qui reprennent les parties. Des maîtres d'échecs avec tous leurs coups, en fait, tu peux les revoir. Mais j'imagine que sur StarCraft, vu que c'était nouveau, finalement, sorti en 98, un truc comme ça. 98, ouais. Donc, il y avait pas 200 ans de bouquins pour apprendre les stratégies, quoi. Ouais. Et en plus, quand c'est nouveau, ça évolue toujours très vite, en fait. En fait, je pense que c'est un peu, comment dire, la même. Merde, comment expliquer ça? Désolé, j'ai un petit peu du mal à trouver. En fait, c'est le même concept sur plus ou moins tous les jeux ou toutes les compétitions. En fait, quand quelque chose est nouveau, en fait, ça évolue beaucoup plus vite, et après, quand le niveau s'améliore, enfin, au bout du temps, l'évolution, elle est quand même, elle est moindre, en fait, tu vois. Genre le StarCraft, les 2 premières années ou les 6 premiers mois, ça évolue énormément, très vite, et après, en fait, ça évolue encore, mais ça évolue de manière moins ample, comment dire. Ouais, okay. Moins, tu vois ce que je veux dire. Et toi, tu t'y es mis dès que c'est sorti à StarCraft? Pratiquement, ouais. Au début, j'ai joué à un autre jeu, à Total Annihilation, beaucoup, tu vois. Et mais après, tout le monde s'est mis à StarCraft, et donc je me suis mis aussi. Et c'est vrai que c'était le jeu le plus. C'était le premier jeu qui a eu autant d'engouement aussi de manière internationale, tu vois. Et à quel moment t'as vu qu'il y avait des gens qui devenaient professionnels de StarCraft, en fait? Je crois que c'était assez tôt, hein. Je crois en 99 ou 2000, en 2000, je crois. C'était en Corée? Ouais, en fait, il y avait des salles de jeux en réseau à Paris, tu vois. J'étais sponsorisé par des salles de jeux. Donc, il y avait d'abord Park Edge, et après Artefact. Et donc, en fait, ils organisaient un tournoi avec des invités internationaux. Et il y avait un Québécois qui était un des meilleurs joueurs au monde à l'époque, et donc avait été invité plusieurs fois en Corée pour gagner des tournois. Et donc, et maintenant, c'est un de mes meilleurs amis, en fait. Et donc, ça, c'était en 2000, je pense, 99, 2000, c'était assez tôt par rapport à la sortie du jeu. Ouais. Toi, tu t'es dit justement directement, j'ai envie de faire ça? Ouais, bah c'était vraiment ma passion, donc je me suis dit, faut vraiment que j'ai envie de faire ça, et il faut que je tente ma chance, tu vois. Et j'étais extrêmement passionné, et c'est vrai que quand t'es jeune et tout, vivre des jeux vidéo, c'est vraiment un rêve. Mais à l'époque, en plus, ça existait pas. À l'époque, ça existait vraiment pas, tu vois. C'était quand je le disais à tout le monde me regardait comme si. Ouais, limite, t'étais étudiant, t'avais fait un bac S, un truc comme ça? J'étais étudiant, j'avais fait un bac S, et il y avait même dans ta famille, quand t'as dit je veux devenir joueur pro, les gens t'ont dit quoi? Bah, ils m'ont quand même pas mal supporté, même si je pense qu'ils étaient toujours un petit peu inquiets, mais j'ai eu la chance d'avoir le soutien quand même de ma famille, parce que je leur ai dit que c'est vraiment ce que je voulais faire, et c'est ce que j'avais envie de faire, c'est ce qui me faisait plaisir, ma passion, tu vois. Et après, en fait, c'est pas spécialement trop risqué, parce qu'au pire, tu vois, si ça marche pas, je perds 2-3 ans, et puis je peux refaire des études après. C'est pas comme si Ouais, mais finalement, ça, en fait, ça s'applique à beaucoup de gens. En tout cas, tant que t'as pas des responsabilités énormes, ne serait-ce que, je sais pas, des enfants ou un prêt à payer ou des choses comme ça, en fait. Non, parce que souvent, je trouve qu'on a l'impression que c'est hyper risqué de tenter ce qu'on a envie de faire. Mais toi, tu t'étais donné une date limite un peu? Ouais, quelques années, quoi, tu vois. Mais en fait, c'est pas si risqué que ça, en fait. Si tu prends en compte le fait, je pense que c'est bien pire d'avoir des regrets et de pas avoir essayé ce que tu voulais, de pas avoir suivi ta passion, tu vois, et de pas avoir tout donné pour ce que tu voulais faire, et te dire des années après, tu vois, si j'avais fait ça, plutôt que de le faire et de éventuellement rater, et après reprendre quelque chose, tu vois, c'est pas. Donc ça te faisait pas peur de te lancer là-dedans à fond? Non, j'ai jamais très peur, en fait. J'ai un petit peu optimiste en général, tu vois. Donc j'ai pas peur de prendre des risques dans certains domaines, tu vois. Dans certains domaines, j'ai un peu peur des hauteurs, en fait. Mais j'ai sauté de la tour de Macao aussi, à 233 mètres, là, dans le. Ah ouais? Ouais. C'est le plus haut saut à l'élastique au monde. T'as sauté, mais tu viens pas de me dire que t'avais peur des hauteurs? J'avais un peu peur. J'ai un peu peur. Normal, non? 230 mètres.
Ouais, en fait, c'est stupide parce que tu vois, c'est pas du tout réaliste en fait. Parce que genre, tu sais, 3 câbles qui t'attachent et tout, il n'y a jamais eu d'accident. En fait, t'as aucune chance de. T'as plus de chances de mourir en traversant la rue qu'en sautant l'élastique, à mon avis, tu vois. Mais c'est. Ouais, mais il y a quand même tout un facteur C'est psychologique. juste le fait que c'est. Ouais. Moi, je crois que c'est vraiment des trucs que je pourrais jamais faire. Ça me terrorise, la hauteur, de sauter dans le vide, en fait. Ouais, mais une fois que tu le fais, ça va un peu mieux parce qu'avant, en fait, j'avais aussi, tu vois, des fois j'étais j'ai des potes qui ont eu des suites à Las Vegas, il y avait des balcons super hauts et tout, et je regardais, ça me faisait un peu flipper d'être à côté. Et en fait, maintenant, ça va mieux. T'as moins peur des hauteurs des balcons maintenant? Ouais, j'ai moins peur. J'aime pas spécialement, mais tu vois, c'est moins, Et attends, moins inconfortable, on va dire. C'est moins. Ouais. Tu l'as fait pour. Est-ce que tu l'as fait le saut à l'élastique pour justement arrêter d'avoir peur de la hauteur ou rien à voir? Ouais, c'était pour un challenge en fait. Oh, putain, parce qu'en fait, j'étais avec mon sponsor, ils avaient un tournoi à Macao, tu vois. Comme c'est un gros truc de gaming et ils voulaient faire du contenu pour les trucs vidéo et tout. Et j'avais une amie qui était dans le team aussi qui l'avait fait, mais elle a pas peur du tout en fait, tu vois. Et tout le monde me chauffait un peu pour ça et tout. Et donc finalement, je me sentais un peu obligé de le faire. Mais en plus, personnellement, c'est quelque chose que je voulais faire aussi, tu vois. Comme j'avais un peu peur, c'est vrai que c'est important de faire quelque chose qui est un peu contre nature et de sortir de ta zone de confort. Est-ce que ça m'intéresse beaucoup ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu appliques à beaucoup d'endroits de ta vie, ce côté comme ça, essayer de te forcer un peu, de sortir un peu du confort? J'essaye un peu, mais franchement, c'est pas toujours évident. Si t'as pas d'influence extérieure, c'est pas. Je pense que c'est quelque chose de bien et de très bien à faire, mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile à mettre en place si t'as pas. En fait, comme c'est ta zone de confort, si t'as pas d'influence extérieure, en fait, souvent tu vas tu vas trouver des excuses ou tu vas pas vraiment te forcer à le faire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose je pense que c'est quelque chose d'important pour la croissance personnelle. C'est vraiment bien. Et quand tu dis influence extérieure, c'est par exemple une personne que tu rencontres qui va te pousser à le faire ou Ouais, voilà. une Ouais. contrainte même, je sais pas, de business ou des choses comme ça. Ouais, ce genre de choses là, ouais, parce que si t'es seul à prendre la décision, même si tu sais que très souvent en fait, même si c'est une bonne chose à faire, en fait, c'est pas toujours évident de le mettre en place. Ouais, mais alors attends, du coup, j'en reviens à quand tu t'es dit j'aimerais bien devenir joueur pro de StarCraft. À ce moment-là, je crois que si tu voulais vraiment être pro sérieusement, fallait aller en Corée. Ouais, mais du coup, pour aller en Corée, en fait, fallait bosser énormément. Ouais. Mais t'arrivais, là, il n'y avait pas de problème pour avoir la motivation, parce que même si je pense que t'adorais jouer à StarCraft, j'imagine que le niveau de travail demandé pour devenir assez bon pour partir était quand même encore élevé, non? Encore plus élevé que mais en fait, quand tu vois, quand c'est une passion et c'est un jeu, tu considères pas ça vraiment comme un travail, en fait. Enfin, tu jouais toute la journée pour t'améliorer. Il y avait pas vraiment comment dire, de travail extérieur. Enfin, c'était pratiquement jouer toute la journée et étudier des parties et regarder des. Mais comme je t'ai dit, à l'époque, au tout début, il y avait même pas de replay, en fait. Donc, tu pouvais même pas, fallait attendre toute la journée. Des fois, il fallait attendre toute la journée pour être, tu sais, il y avait des espèces de listes d'attente, en fait, dans un groupe de joueurs. Et en gros, t'attendais toute la journée pour pouvoir regarder des parties. Des fois, il fallait attendre des heures parce qu'en fait, comme il y a que 2 mecs qui pouvaient regarder la partie, tu vois, bah, en fait, si t'étais genre 5e ou 6e, il fallait attendre des heures pour regarder les, genre, 5 ou 6 parties après, tu vois, parce qu'en fait, et donc, c'était vraiment pas évident ouais. à l'époque. Des fois, il me fallait avoir 2 comptes. En fait, quand j'étais dans une salle de jeu, en fait, tu laissais un compte en liste d'attente parce qu'en fait, c'est une espèce de channel privé, en fait, tu vois. Donc, tu mettais un compte sur les attentes et quand tu es en liste d'attente et si tu vas jouer une partie, en fait, tu peux rater ton tour ou ils te font virer. Donc, tu mettais un PC pour regarder et un PC pour jouer. et c'est essentiel parce que du coup, j'imagine que ça s'applique à beaucoup de disciplines, mais de regarder les parties des autres pour progresser, d'apprendre des jeux des autres. Je pense que ouais, pour StarCraft, c'est vraiment ça aide vraiment en fait, tu vois, parce que très souvent ils sont meilleurs pour une raison et disséquer leur jeu et la manière dont ils réfléchissent au jeu et la manière dont ils jouent, je pense que c'est important dans tous les domaines. C'est pas forcément toujours essentiel, mais ça fait gagner beaucoup de temps, tu vois, parce que ça te permet d'avoir aussi plus d'ouverture d'esprit, d'être ouvert à plus de créativité en fait, tu vois, parce que il y a quand même pas mal de créativité dans StarCraft aussi, et donc du coup tu peux être. Personnellement, je suis pas super créatif en plus, tu vois, et donc en fait tu peux être créatif toi-même, mais en fait quand tu partages avec
avec un groupe avec un groupe de très bons joueurs aussi, je pense que tu vas apprendre, ça va vraiment accélérer le processus d'apprentissage, à mon avis. Je pense que c'est pareil dans tous les domaines. Je sais que au poker, c'est super important aussi de partager avec des amis par rapport aux stratégies, aux mains et autres. C'est très important, et c'est presque plus important au poker qu'à StarCraft, parce que c'est moins, c'est un peu plus subjectif le poker, tu vois. Je sais pas si tu connais bien, mais il y a rarement de moves corrects. En fait, il y a pas mal de notions d'équilibre. En fait, il y a très rarement de moves corrects 100% du temps, tu vois. Il y a pas un move qui est bon et un move qui est mauvais. En fait, ça dépend de beaucoup de facteurs différents, et il y a beaucoup de facteurs subjectifs, comme la dynamique de jeu, ce qu'on pense des autres joueurs, ce qu'ils pensent de nous et autres. Donc alors que StarCraft, c'est un peu plus, comment dire, c'est plus, c'est plus manichéen, tu vois. C'est soit il y a des trucs qui sont vraiment pas bons à faire, tu vois. Et après il y a des trucs qui sont un peu subjectifs, mais en général c'est moins subjectif si tu avais la connaissance parfaite de tout ce qui se passe sur la carte. Je pense que évidemment t'as le fog of war, mais si tu avais la connaissance parfaite de tout ce qui se passe sur la carte, je pense qu'il y aurait une stratégie optimale relativement claire, tu vois. Ce que tu appelles subjectif, c'est est-ce qu'il y a un facteur chance un peu, ou hasard? Pas vraiment hasard, mais en fait il y a une part de hasard, mais en fait c'est juste qu'en fait au poker c'est un jeu d'informations incomplète, tu vois, donc t'as pas toutes les informations en fait. Et même même les informations psychologiques, tu vois, par exemple si on joue à la même table, en fait déjà on va pas avoir la même vision des autres joueurs. Et en plus, ce qui est très important au poker, c'est la vision et l'image que les autres joueurs ont de nous, en fait. Et donc par rapport à d'autres joueurs avec qui ils jouent, s'ils ont un style de jeu différent, tu vois, ils vont être perçus différemment par les autres joueurs, en fait. Et la manière dont, en fait, comment dire, c'est réflectif comme jeu, parce qu'en fait la manière dont les autres joueurs jouent, ça va dépendre de la manière dont ils nous perçoivent également, tu vois. Genre comme s'ils m'ont vu faire plein de gros bluffs à la télé, tu vois, il y a des mecs qui vont croire que je bluffe tout le temps, alors qu'en fait je bluffe pas tout le temps, mais ça ils le savent pas, tu vois, parce que à la télé ils montrent tout le temps les grosses mains et les gros bluffs, parce que c'est ce qui est le plus c'est ce qui est le plus intéressant à montrer, tu vois. C'est le plus d'action. Ils montrent pas tous les mains où tu fold, où il y a pas d'action. Ils montrent vraiment que les très gros coups. Et donc du coup, en fait, s'ils pensent que je bluffe plus souvent, ils vont jouer très différemment contre moi, même si c'est pas la stratégie optimale en général, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'à StarCraft, il y a ça un petit peu, mais quand même moins, parce qu'en fait le jeu est plus il y a pas d'information incomplète il y a un fog of war, mais il y a pas Ce que tu appelles fog of war, c'est le fait que la carte soit cachée. Ouais, en fait tu caches, tu vois que ce que tu vois avec les unités, en fait, donc tu sais jamais exactement ce que l'autre fait, mais t'as une idée, en fait. C'est là où il y a vraiment un point commun avec le poker, en fait, c'est que tu sais jamais exactement ce qu'il fait, mais tu peux extrapoler en fonction des parties qu'il a jouées auparavant, en fonction des stratégies qui sont à la mode. C'est un vrai côté proba, en fait, c'est ça? Voilà, des probas, et tu adaptes ça en fonction des cartes et des stratégies à la mode, et de la manière dont l'adversaire joue, et de ce que tu lui as montré, ce qu'il pense, comment tu vas t'adapter à ça et autres. Et donc il y a plein de concepts, mais au poker, c'est vraiment beaucoup plus incomplet, en fait, parce que c'est comment dire, il y a plus de metagame encore au poker qu'à StarCraft, tu vois. À StarCraft, genre, si tu es vraiment très fort, en fait, tu peux utiliser une stratégie vraiment safe, et tu fais vraiment attention, et tu peux pas perdre, en gros, contre quelqu'un qui est beaucoup moins fort. Alors qu'au poker, il y a aussi une part de hasard, et c'est impossible d'utiliser une stratégie dans laquelle avec laquelle tu vas tout le temps être gagnant. Et toi, ça, c'est quelque chose qui t'attire, ce côté-là, justement? Ouais, c'est intéressant, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui est en comment dire, en évolution permanente également, parce que la manière de jouer, elle évolue tout le temps, et même si maintenant elle évolue tout le temps au metagame, maintenant, en fait, il y a de plus en plus on utilise de plus en plus de, comment dire, de solver. C'est quoi un solver en français? Résoudre ouais, en fait il y a des programmes qui résoudent mathématiquement en fonction des situations de jeu le play parfait en général. Mais en fait, le play parfait, c'est jamais 100%, en fait, tu vois. C'est genre, dans cette situation, genre 60% du temps tu fais ça, 30% du temps tu fais ça, 10% du temps tu fais ça, parce que si tu fais toujours la même chose dans une certaine situation, en fait, tu peux être exploitable, en fait, tu vois. En fait, le truc au poker, c'est d'avoir un jeu qui n'est, il y a un débat d'ailleurs entre le jeu exploitatif, en fait, ce qui est à dire, en fait, le but, c'est le poker, il faut vraiment s'adapter beaucoup. Donc, tu t'adaptes aux faiblesses de tes adversaires, en gros. Et si l'adversaire, il bluffe tout le temps, par exemple, alors, ça, c'est vraiment basique, tu vois. Tu vas checker et tu vas le coller beaucoup plus
que s'il bluffe jamais, tu vas folder même les mains les plus fortes parce que tu sais qu'il va jamais avoir de range d'éventail de bluff dans ces situations-là, tu vois. Donc il y a une grosse analyse en fait psychologique des joueurs. Toi, tu passes beaucoup de temps à décortiquer les joueurs avant de jouer contre eux? Bah, avant de jouer contre eux, en fait, c'est très souvent, tu vois, c'est tiré au sort quand tu joues au poker. Ouais. Tu fais des tournois de genre 1000 joueurs et t'es tiré au sort d'une table de 9, donc tu peux pas vraiment. Sauf si tu connais certains joueurs qui sont des joueurs à haut niveau, mais sinon, les joueurs, si tu vas jouer à un tournoi, tu as beaucoup de chances que tu n'aies jamais vu les joueurs auparavant. Et en plus, même si tu as vu les joueurs auparavant, même si tu as joué avec eux, tu vois, genre l'année dernière, en fait, comme le jeu évolue assez vite, en fait, c'est pas forcément le même joueur il va jouer différemment. Et en plus, il y a tellement de facteurs annexes, tu vois. Tu peux avoir joué avec lui il y a 6 mois, il était en tilt parce que je sais pas ce qui s'est passé, tu vois. Il a un argument, on dit un argument, il a un argument avec sa femme, je sais pas quoi. Enfin, il va y avoir plein de facteurs annexes, en fait, qui font que même si tu joues avec lui encore, ça va être une partie totalement différente. Et en fait, maintenant, les meilleurs joueurs, en fait, également, ils ont un jeu qui est un peu plus stéréotypé dans la mesure, en fait, justement, ils utilisent ces solveurs d'équations mathématiques pour avoir un jeu qui est inexploitable, en fait, mathématiquement inexploitable. Mais en fait, du coup, si c'est mathématiquement inexploitable, ils ont aussi, c'est pas exploitatif, en fait, tu vois. Après, ils s'adaptent pour exploiter certains joueurs en particulier, mais si c'est un jeu, il y a un équilibre. En fait, il y a un équilibre mathématique dans certaines décisions que tu peux prendre. Pas à chaque décision, parce qu'en fait, c'est tellement complexe et profond. Il y a tellement d'arbres de décision, mais il y a des décisions en fait où genre par exemple je sais pas si tu joues un petit peu. Pas trop. Tu sais, avant le flop, en fait, il y a plusieurs phases de jeu en fait, et en gros avant le flop, et quand t'as pas beaucoup de profondeur de tapis, il y a des décisions il y a des décisions qui sont clairement mathématiques. Tu vois, si tu fais all-in avant le flop, en fait, il y a une décision dans la main, en fait, et en fonction de la taille des blinds, et la taille de ton tapis, il y a des éventails de mains avec lesquels tu dois faire all-in, des éventails de mains avec lesquels tu dois fold. Et ça c'est pratiquement mathématiquement résolu, tu vois. Ok, et ça maintenant, les joueurs de poker, ils savent, de niveau correct, disons de haut niveau, ils savent tous ça, non? Pas exactement, mais ils ont une bonne idée de ça. Ils ont une bonne idée de quelles mains sont mathématiquement correctes de faire all-in dans certaines situations, folder dans certaines situations, et ouais, de plus en plus. Ouais. Tu dirais que j'imagine que depuis assez jeune, t'avais est-ce que tu avais des prédispositions pour le côté analytique comme ça, ou statistique, la capacité à faire des probabilités? Ouais, bah après j'étais assez bon en maths en fait, et donc j'aime bien analyser les choses, et donc tu penses que ça jouait déjà dans le fait que tu aimais jouer à StarCraft, ou ensuite que tu aimais jouer au poker, ou que tu aimé t'améliorer à ça? Ouais, peut-être plus au poker qu'à StarCraft. StarCraft, tu n'utilisais pas autant de modèles mathématiques. Enfin, on connaissait les probabilités, tu vois, mais genre les probabilités que ça fasse ça, parce qu'on a joué tellement de parties que c'était presque inné en fait, les probabilités que l'adversaire fasse telle ou telle stratégie, tu vois. Et si on sait qu'on a peu de chances de gagner, on peut faire des stratégies super risquées qui gagnent genre je sais pas, une fois sur 3, mais en fait si tu fais pas ça, t'as moins de 30% de chances de gagner dans une partie sans faire de stratégie. Ils appellent ça cheese en fait, sans faire de stratégie vraiment spécialement dédiée à ça. Et donc, mais c'est vrai que j'ai toujours bien aimé les probabilités, des statistiques, et analyser ça. Parce que quand je t'écoute, j'ai l'impression que pour devenir excellent, il y a plein de petites compétences à développer un peu. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai qu'au poker et à StarCraft, ce sont des jeux qui regroupent beaucoup un éventail de qualités nécessaires relativement large, tu vois. Poker, il faut connaître les probabilités, il faut connaître la psychologie, il faut être aussi assez fort mentalement, parce que c'est pas toujours évident comme jeu. Ça peut être comme il y a une part de hasard et de variance en fait sur le court terme. Mais c'est sur le court terme, mais en fait ça peut être assez long, tu vois. Tu peux être un des meilleurs joueurs au monde et tu peux perdre 20 tournois d'affilée facilement, tu vois. Ça arrive beaucoup, ça? Bah 20 tournois c'est rare, mais ça arrive, mais genre 5 ou 10 c'est tout le temps, tu vois, parce qu'en fait surtout les tournois, en fait il y a les tournois et les cash games, et les tournois en fait la variance c'est super importante. C'est-à-dire que quand tu gagnes le tournoi, en fait, tu vas gagner plus souvent 100 fois ou 200 fois ta mise, tu vois. Mais très souvent, tu vas perdre ta mise, et comme il y a que entre 12 et 15% des personnes qui gagnent de l'argent dans un tournoi, en fait, tu vas très souvent être et que la stratégie optimale, c'est de viser pour les premières places, tu vas très très souvent être éliminé avant les premières places,
Et donc du coup c'est pas toujours évident mentalement non plus. C'est vrai que c'est important de rester ça. Le fait d'être éliminé, même le fait de perdre des coups où tu es largement favori en fait. Mais bon, c'est aussi ce qui fait c'est ce qui fait la popularité du poker. Donc parce qu'en fait tout le monde a une réelle chance de gagner, tu vois, alors que à StarCraft, en fait, si les personnes jouent de manière amateur, en fait, ils ont pratiquement aucune chance contre les pros, tu vois. Ouais, parce que notamment, j'avais vu, il y a des trucs très concrets, comme à StarCraft, il y avait le nombre d'actions par minute, Ouais. où les gens très bons avaient énormément d'actions par minute, et les gens moins bons, beaucoup moins, en fait. Donc déjà, ça crée une énorme différence, non? Ouais, dans une certaine, bah, ouais, il y a un cap en fait. Enfin, il y a un cap nécessaire pour commencer pour être pro. Et après, en fait, plus ça augmente, moins c'est, je veux dire, entre la différence entre entre 100 et 200, elle est énorme, tu vois, mais entre 200 et 400, elle est pas si énorme que ça. Ok. Et après, même si c'est le double, en fait, il y a une limite nécessaire pour quand même pouvoir faire pratiquement toutes les actions que tu veux. Et après, la manière dont ils comptent les actions par minute aussi, il y en a plein. En fait, ils cliquent, ils sont extrêmement rapides, tu vois, mais ils sont pas toujours aussi efficaces dans leur clic. Et mais c'est vrai que StarCraft 2, par contre, ils ont amélioré l'interface en fait. Donc, tu as besoin d'être un peu moins rapide que le 1 parce que je sais pas si tu joues. Peu. T'as pas mal de trucs automatisés dans StarCraft 2. En fait, tu peux sélectionner plein de bâtiments en même temps. Tu peux envoyer tes travailleurs directement au minerai quand ils sortent. Alors qu'à StarCraft 1, il fallait prendre un par un à chaque fois. Tu vois, t'avais beaucoup plus de trucs répétitifs à faire. C'était beaucoup plus difficile. Et donc, c'est vrai que c'est une composante, la PM, et c'est important d'être rapide, mais c'est pas forcément les joueurs les plus rapides qui sont les meilleurs. Tu vois, à un certain palier, en fait, t'es relativement rapide. Je pense que dans StarCraft 1, ça devait être genre 250, 300. Tu peux faire pratiquement toutes les actions que tu veux. Tu vois, ça t'apporte pas. En fait, c'est plus un handicap si t'es lent que un avantage réel Ok. si t'es de plus en plus très rapide, tu vois. Genre très rarement les mecs avec le plus d'APM sont les meilleurs joueurs, tu vois. Ok. Quand t'étais en train de travailler sur le fait d'essayer de devenir joueur pro à StarCraft, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit que t'allais pas y arriver? Non, pas spécial. Bah, il y a des moments, c'était pas au début avant la première fois que je suis parti en Corée, c'était pour les WCG, tu vois, et j'avais perdu. Mais je me suis pas dit que j'allais pas y arriver, mais j'avais encore pas mal de travail à faire et j'étais un peu loin du niveau requis, tu vois. Et tu te disais, mais tu voyais le plan pour y arriver quand même au niveau. Enfin, Ouais, mais je pensais que je pouvais y arriver. Bah après, c'est très subjectif aussi, tu vois. ouais. Mais j'avais confiance et je m'étais jamais dit que j'allais abandonner à ce moment-là, tu vois. C'était différent. Enfin, est-ce que quand tu étais en Corée, c'était très différent de la France au niveau de l'ambiance? J'imagine que c'était vraiment différent au niveau de l'ambiance autour du jeu, vu que c'était hyper populaire là-bas. Mais il me semble t'avoir entendu dire une fois que c'était plus compétitif aussi. Ouais, c'est beaucoup plus compétitif aussi. Bah, au niveau du jeu, c'est clair en France, en fait, personne connaît le jeu. Il y a pas de, enfin, au Corée, on passait à la télé plusieurs fois par semaine, tu vois. Tout le monde regardait, tout le monde jouait partout dans les cybercafés. Même si tu sortais et tout, tu rencontrais n'importe qui. Tu parlais à des filles dans des bars et tout le monde connaissait StarCraft, tu vois. C'était vraiment, alors qu'en France, c'était vraiment un truc super niche et pratiquement personne connaissait ça à part quelques très très petites communautés. Et c'est vrai qu'après, la Corée, comme ouais, la société, elle est extrêmement compétitive aussi. Et c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus compétitifs que Comment ça, du coup? que les Européens ou les Français, tu vois. Genre en Europe, ils disent souvent, ouais, l'important c'est de participer, mais en fait, c'est pas très important. Enfin, l'important, c'est de gagner. La Enfin, base, c'est de gagner. ouais, de gagner ou au moins d'être le meilleur que tu puisses être, tu vois. Pas, tu peux pas, tu peux pas, comment dire, de manière, ah merde, je sais plus, je perds un peu mes mots des fois. Euh, de manière réaliste, tu peux pas gagner tout le temps, en fait, tu vois. Tout le monde peut pas gagner tout le temps. Évidemment, il y aura toujours qu'un vainqueur, mais en fait, mais c'est d'être le meilleur possible et de se surpasser. Je pense que c'est vraiment important et c'est vrai que les Coréens, ils sont extrêmement compétitifs. C'est une société très qui valorise beaucoup les vainqueurs et le fait d'être le meilleur, et ça a des avantages et des inconvénients, c'est sûr. C'est quoi les avantages et les inconvénients? Bah, les avantages, en fait, c'est que tout le monde travaille enfin, c'est une société très productive, tu vois, et c'est vrai que
Je crois après la guerre de Corée, c'était un des pays les plus pauvres au monde, je crois, et maintenant c'est un des plus riches ça va être le huitième, enfin un des pays les plus riches au monde. Donc c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à créer. Et l'inconvénient, c'est que ils sont aussi beaucoup, ils sont très très stressés, tu vois, et ils travaillent trop. Et je crois que maintenant ils ont le plus haut taux de suicide au monde. Avant le Japon même maintenant, je crois. Tu vois, donc c'est. Ah ouais. Ouais. Donc c'est très dur de trouver l'équilibre. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu pensais tôt, trouver l'équilibre? Non, pas trop, parce qu'en fait, il faut un petit peu un équilibre, mais je pense aussi que si on a trop d'équilibre en fait par rapport c'est très difficile d'être en fait si tu veux être le meilleur, tu peux pas avoir une vie équilibrée malheureusement. Ça dépend ce que tu veux faire après, ça dépend de tes ambitions, tu vois, mais mais si tu veux être le meilleur à quelque chose, il faut vraiment t'y dévouer à fond. Et même si tu es doué, en fait, le talent, ça dépend des domaines évidemment, et ça dépend du niveau de talent, mais c'est rarement les joueurs les plus talentueux qui arrivent au meilleur niveau. Je pense comme Starcraft, comme au poker, en fait, c'est l'abnégation, et l'abnégation, c'est beaucoup plus important comme qualité en général. Bah après, il y a des joueurs qui peuvent, comment dire, il y a des domaines où tu seras jamais tu vois, on a des domaines dans lesquels on est, des domaines de prédilection, des domaines dans lesquels on peut être, comment dire, Mais plus disposé. ouais, prédisposé, tu vois. Genre, je suis pas très très bon avec les sports ou avec les trucs artistiques ou autres. En fait, après, et donc même si tu travailles beaucoup dans un domaine où c'est pas forcément très bon, c'est pas tout le monde qui peut être un des meilleurs à StarCraft, tu vois. Mais je pense que les joueurs les plus doués, en fait, s'ils travaillent pas à StarCraft comme au poker, en fait, s'ils ont pas cette volonté et cette on dit dédication, détermination. La dédication, c'est l'application, non? Ou Ouais, abnégation, quelque chose comme ça. Non, ouais, l'abnégation. Ouais. Voilà, s'ils ont pas ça, eh ben, en fait, il y en a plein qui, même s'ils sont très talentueux, qui gâchent leur talent en quelque sorte et qui sont pas les meilleurs, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois bien. Mais toi, tu l'avais. Est-ce que tu dirais que tu l'avais quand tu es arrivé en Corée déjà, cette abnégation-là? Ouais, bah avant même, parce qu'en fait, c'est vrai que juste pour partir en Corée, c'était très difficile. Enfin, partir en Corée, c'est pas trop difficile parce qu'il fallait juste tu sais, il y avait des World Cyber Games de Samsung, en fait, il fallait être dans les 2 premiers de chaque pays, en fait. Mais partir en Corée pour être compétitif contre les Coréens, c'était extrêmement difficile. Bah, justement aussi parce que les Coréens, ils ont cette compétitivité, et ils s'entraînaient tous 10-12 heures par jour, tu vois. Et donc, en fait, pour être au niveau contre eux, il faut faire plus ou moins la même chose. Et toi, est-ce que quand tu étais en France, tu pouvais jouer contre des Coréens ou tu jouais que contre des Français à StarCraft? Non, on pouvait jouer contre des Coréens, Ok. ouais, mais pas tout le temps, parce qu'en fait, ça dépend. Enfin, on pouvait jouer contre des Coréens, mais des fois, ça laguait un petit peu parce que les connexions Internet, elles étaient pas assez bonnes à l'époque, tu vois. Parce Et que le donc, fait de jouer, peut-être que les Coréens, vu que c'était a priori les meilleurs, le fait en plus de pouvoir jouer entre eux, c'était peut-être aussi un avantage, non? Ouais, bah en fait, c'est sûr que déjà, c'est là où il y a le plus de personnes qui jouaient, en fait, parce que c'était extrêmement développé là-bas. Je sais plus les statistiques, mais je crois qu'il y avait genre 6 millions, genre, il y avait 10% de la population qui jouait à StarCraft ou un truc comme ça, tu vois, c'est incroyable. Alors, et donc, du coup, en fait, et comme c'est aussi beaucoup plus professionnalisé là-bas, c'est vrai que c'est un avantage qu'ils avaient, mais en fait, on pouvait jouer contre eux, mais en fait aussi, tu peux pas forcément jouer contre tout le monde. Enfin, tu vois, en fait, il fallait plus ou moins connaître, avoir un peu des réseaux et connaître les joueurs. En fait, tu peux pas aller jouer contre n'importe. Maintenant, c'est un peu différent parce qu'il y a des systèmes de ladder automatisés et autres. Mais même avant, quand il y avait un ladder, il fallait défier la personne en quelque sorte, tu vois. Et tu peux pas jouer contre n'importe qui. Et il y a aussi et surtout ça c'était un peu plus tard, mais en fait, il y avait des équipes en fait, et les stratégies les plus poussées, en fait, en général, ils les échangent que entre eux, tu vois. Il y a des équipes de jeu, et en gros, tu vas tester la stratégie que contre les membres de ton équipe parce que t'as pas envie que ça. Surtout des stratégies très, comment dire, très customisées pour certaines cartes et un certain adversaire. Parce qu'en fait, quand on jouait des matchs télévisés, en fait, on savait à l'avance sur quelle carte on allait jouer, contre quel adversaire, tu vois. Donc, on pouvait vraiment designer une stratégie beaucoup plus typée et beaucoup plus customisée que quand on joue sur une map random contre un adversaire random. En fait, tu vois,
Il y a des stratégies par map évidemment et par match-up et autres, mais c'est moins poussé. Donc cette stratégie-là, en fait, il les utilisait surtout, on les essayait surtout contre les membres de notre équipe. Et il y avait il y avait des espions aussi dans les équipes et tout. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais te demander. Ouais. Ouais, il y avait des espions. Il y a des mecs qui vendaient les replays, qui se levaient la nuit et qui prenaient les replays sur les ordinateurs et qui les vendaient aux autres équipes et tout. Ah ouais. Et après, qui pariaient. Ouais, c'est un peu. Il y a pas mal de scandales comme ça, malheureusement. Et toi, une fois que t'étais pendant cette période-là, ça voulait dire quoi du coup? Parce que comme le but était d'être l'un des meilleurs, je crois que t'as fini en finale au premier. Comment ça s'appelle? Au premier World Cyber Games, j'ai fini deuxième. Ouais. Deuxième, ouais. T'as perdu en finale contre un mec qui s'appelait Boxer, je pense. Boxer, voilà. Ouais. Et donc c'était quoi ta vie en fait à ce moment-là? Ça voulait dire quoi devenir un des meilleurs en termes de rythme de vie? On jouait toute la journée pratiquement. Des fois, on sortait un petit peu, mais on jouait vraiment genre. Je sais pas, genre 10, 12, 14 heures par jour, ça dépend des journées, tu vois. Des fois plus, même des fois 16 heures ou 18 heures. Mais il n'y a pas un moment, il n'y a pas un point de, comment on dit en français, tu sais, diminishing return. Ouais, il y a pas forcément un point de diminishing return, ouais, c'est sûr. Mais c'est pas grave, ça vaut quand même mieux le coup de continuer plutôt que de poser ou. Mais à l'époque, en fait, même s'il y a des diminishing returns, si tu es vraiment passionné et que tu veux être le meilleur, en fait, tu peux pas vraiment prendre ça en considération, parce qu'en fait, il y a des diminishing returns dans la manière dont ton jeu évolue, mais aussi, en fait, t'as pas besoin d'évoluer. Mais comme tout le monde est à très haut niveau, t'as pas besoin d'évoluer beaucoup pour gagner quelques places, en fait. Et après, en fait, même si en théorie pure, en fait, il y a des diminishing returns par rapport à l'évolution de ton jeu. Si tu gagnes quelques places, tu vas gagner beaucoup plus au niveau des sponsors ou des tournois et autres. C'est ce qui peut être la différence entre être un des top 16 ou top 30 au monde ou un des top 5, tu vois ce que je veux dire? Ouais, puis j'imagine qu'il y a un gros facteur quantité de parties jouées dans les représentations mentales que ça te crée, non? Les réflexes que tu vas avoir, ou ton niveau de jeu, quoi. Ouais, bien sûr. Et en plus, il y a toujours comme le jeu évolue, il crée toujours des nouvelles cartes pour les tournois et autres. Donc, ça changeait pas mal la stratégie quand même, le fait d'avoir des cartes différentes. Tu pouvais pas faire les mêmes choses sur certaines cartes particulières ou autres. Ça fallait vraiment changer et créer des nouvelles stratégies. Donc, c'était quand même très, très motivant, ouais. Et donc, finalement, la quantité, le fait de dépasser toute la journée, c'était essentiel. Est-ce que je sais que toi t'aimes bien, j'ai l'impression que t'aimes bien prendre un sujet et aller jusqu'au bout du sujet, tu sais. Ouais, je suis assez monomaniaque dans ce domaine-là, ouais. Mais du coup, tu penses que est-ce que à chaque fois que t'apprends un sujet et que tu veux aller jusqu'au bout, devenir peut-être un des meilleurs ou en tout cas excellent, est-ce que tu penses qu'il faut le faire comme ça toute la journée à fond, ou il y a des trucs pareil, c'est pas obligatoire, mais en fait, ça fait gagner du temps, tu vois. Genre, il te faut X heures pour devenir un des meilleurs, en fait, si tu passes 14 heures par jour, ça ira plus vite que si t'en passes 6, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est pas forcément obligatoire, tu peux avoir d'autres choses, et après, des fois, tu vois, surtout StarCraft, c'est tellement dur que des fois, en fait, c'est à la fin de la journée, en fait, ça sert les heures de plus, des fois, c'est pas toujours très. En fait, on regarde et autres, c'est bien d'être impliqué, tu vois, mais c'est pas toujours très très prolifique parce que t'es fatigué. C'est beaucoup plus fatigant c'est fatigant comme activité, tu vois. C'est usant et c'est stressant. Il y a plein de joueurs qui ont des problèmes au poignet maintenant, malheureusement, tu vois. tu veux dire des gens qui jouent actuellement ou des gens qui jouaient avant? Des gens qui jouaient avant, même des gens qui jouent actuellement, il y en a plein, ils prennent leur retraite à genre 25 ans et tout. C'est la folie, tu vois. Ouais. Et donc après, en fait, donc il y a genre physiquement et intellectuellement, il y a une limite à laquelle tu peux pas. T'es moins productif au bout d'un moment, en fait, tu vois. Ouais. En fait, c'est comme toutes les activités. En fait, t'es beaucoup plus productif au réveil, ton cerveau. Ouais, mais tu vois, c'est ça que aussi. Je voulais... Tu vois, t'es toujours plus productif les premières heures d'éveil et si t'es comment dire éveillé pendant genre 18 heures, t'es beaucoup moins d'alerte et même ce que tu fais, est-ce que tu vas apprendre moins vite et tu vas être moins efficace en fait. Bah comment tu fais justement? Mettons que tu commences une nouvelle discipline, comment tu l'approches? Est-ce que quand tu te dis ok, j'aime bien faire ça, j'adore ça, j'ai envie de devenir très bon, est-ce que tu planifies le truc, genre en combien de temps je peux devenir excellent? Est-ce que tu te mets des objectifs ou est-ce que juste tu te plonges dedans à fond? Ouais, je me plonge dedans à fond et après les objectifs ça vient relativement naturellement, tu vois. Genre même au poker, j'ai jamais été
pas spécialement fixé d'objectif, quoi. Quand j'ai commencé à jouer, j'avais même pas dans la tête d'être joueur pro, tu vois, et c'est venu. Et en fait, quand tu deviens très 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 bon dans une discipline, en fait, tous les objectifs lesquels tu pouvais être fixé, ils viennent plus ou moins naturellement. D'accord, donc ton niveau, en fait, il venait avant les objectifs, en fait, c'est ça? Ouais, bah, l'objectif, c'est d'être un des meilleurs. L'objectif, c'est vraiment de t'améliorer, d'être un des meilleurs. Et après, en fait, tout va venir relativement naturellement. Tu vois, même à StarCraft, tu peux dire. Alors, parce qu'en fait, les objectifs, c'est, comment dire, bah, peut-être que je suis un peu, comment dire, j'ai un a priori parce qu'au poker, tu peux pas vraiment te fixer des objectifs. Tu peux te fixer des objectifs, mais pas des objectifs de performance parce qu'il y a tellement de variances que tu peux pas l'objectif, c'est de gagner un tournoi, à ce tournoi-là, tu vois, et tu peux jouer pendant 10 ans et jamais le gagner parce qu'il y a tellement de variances. Donc, du coup, il faut te fixer des objectifs qui soient plus, par exemple, combien d'heures tu veux travailler ton jeu, qu'est-ce que tu veux, des objectifs de volume ou autre, mais pas des objectifs de performance. Et à StarCraft, c'est un peu aussi relativement un peu la même chose. En fait, tu peux te fixer de t'améliorer tout le temps et d'être le meilleur que tu peux, mais être le meilleur au monde, ça dépend aussi ça dépend pas que de toi, tu vois, ça dépend des autres, ça dépend des adversaires et autres. En fait, tu peux être le meilleur au monde, mais loin d'être le meilleur que tu puisses être, et tu peux être le meilleur que tu puisses être sans être le meilleur au monde, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais en plus, je pense que ça s'applique à beaucoup, beaucoup de choses dans la vie. Tu sais, souvent, on parle de se fixer des objectifs en termes externes, type, comme tu dis, être le meilleur joueur du monde ou gagner tel titre. Et en fait, il y a beaucoup de facteurs qui font que tu peux pas, que tout ne dépend pas de toi, tu vois. Et moi, j'ai tendance à penser souvent que c'est un peu que c'est pas une très bonne stratégie, en tout cas pour le bonheur. Ouais, c'est clair. Et en plus, quand tu peux avoir quelques objectifs, c'est bien d'avoir des objectifs, mais quand tu as des objectifs qui sont trop, comment dire, qui sont définis ou qui sont très ambitieux, en fait, très souvent, une fois que tu atteins l'objectif, tu te rends compte que t'es pas spécialement plus. Tu penses qu'une fois que tu as atteint l'objectif, tu vas être très, très, très heureux, mais en fait, c'est temporaire. En fait, ce qui est important, c'est de prendre du plaisir dans le process, tu vois. Le chemin pour atteindre l'objectif, c'est plus important que l'objectif. Très souvent, c'est plus important que l'objectif lui-même, en fait, parce que c'est un objectif très ambitieux, mais qu'en fait, le chemin pour y arriver, c'est compris que de choses qui sont contre nature. C'est pas forcément une bonne chose à terme, parce qu'une fois que tu as atteint l'objectif, ça n'a pas autant d'impact que les gens pensent, tu vois. Ça a un impact temporaire, en fait. Tu as atteint un objectif, c'est très bien, et tu es content, mais tu n'es pas content pendant, je sais pas, quelques jours. Et après, en fait, il faut que tu peux te fixer un autre objectif, évidemment, c'est bien, mais il faut quand même qu'il y ait, il faut apprécier le processus pour atteindre les objectifs, tu vois. Et donc, c'est plus important de créer un processus qui te motive, je trouve, qu'un objectif un peu distant. Et en plus, si l'objectif est trop distant, c'est difficile de garder la motivation. Ouais, de garder la motivation ou de le conceptualiser si c'est vraiment très 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 loin, tu vois. Mais alors, personnellement, j'ai du mal à réfléchir à trop long terme, tu vois. Si c'est un objectif à 5 ans, c'est tellement distant que de toute façon, tu te dis j'aimerais bien arriver là dans 5 ans, et en fait, j'arrive pas à me dire que je vais faire un truc tous les jours pour arriver là dans 5 ans, tu vois. Un objectif à 6 mois, 1 an, c'est bien, tu vois, mais ça dépend des personnes. Après, il y en a ça dépend, je pense que tout le monde est différent, donc il y a des personnes qui arrivent facilement à se fixer des objectifs plus long terme, tu vois. Mais je pense quand même que c'est important de prendre conscience du process pour atteindre l'objectif, et d'essayer de maximiser la motivation pour ça. En fait, quelque chose qui nous motive tous les jours. En fait, si on peut être motivé à atteindre notre objectif juste par le process tous les jours, même si l'objectif est loin, c'est le plus important, à mon avis. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas une notion de jeu fini et de jeu infini, tu vois? T'as des jeux finis où une fois que t'as l'objectif, c'est fini, quoi. Tu sais plus vraiment quoi faire ensuite. Et puis t'as le côté jeu infini où en fait t'es content de le répéter tout le temps. Ouais, bien sûr, c'est important. Il n'y a pas de but final, genre gagner ça ou devenir riche, ou tu vois. Ouais, parce qu'en fait, souvent, même si t'as quelques objectifs, une fois que tu les atteins, comme je t'ai dit, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas comment dire, c'est pas le Graal, tu vois. C'est ce que tu pensais, mais ça change pas ta vie dans la manière dont tu pensais que ça allait changer, en fait. Mais c'est quoi du coup des objectifs que tu peux te fixer, toi, qui sont pas justement des objectifs de gagner tel titre ou de devenir le meilleur du monde, qui dépendent moins de toi?
Par exemple, c'est genre être concentré sur telle ou telle discipline, tu vois, et c'est vraiment de t'améliorer. La discipline, parce que je suis pas toujours extrêmement discipliné. La discipline, c'est un objectif qui peut être, qui peut être important. Et comment tu mesures ça, la discipline? Genre essayer de méditer tous les jours, tu vois. Ouais, tu médites en ce moment? Ouais, mais pas tous les jours. Moi, je me suis remis là. J'ai pas médité ce matin, par exemple, tu vois. Genre, j'essaye de méditer tous les jours et surtout avant des compétitions ou avant des jours où je dois être performant, tu vois. Tu médites avec une application ou des trucs comme ça? Ouais, avec Headspace. Ouais, je fais ça aussi en ce moment. Headspace, c'est pas mal, mais j'ai d'autres. Des fois, j'ai aussi des bandes son où il y a juste de la musique, tu vois, et de musique méditative. Et c'est pas toujours évident, surtout quand t'as pas beaucoup de temps et des fois je me dis, je sais que c'est bien, tu vois, mais en fait c'est pas très excitant d'aller méditer, tu vois. C'est le truc le plus ennuyeux que je connaisse, quoi. Mais après ça t'aide avec toi? Ça t'aide avec quoi, la méditation? Avec la concentration, être plus calme, je trouve, tu vois. Un peu mieux maîtriser tes émotions, être un peu plus concentré, être un peu plus alerte et ça m'aide pas mal. Mais c'est vrai que faire ça, le process de méditer, c'est pas très. Si j'ai le choix, en fait, à chaque fois, je vais faire autre chose. Tu vois. Mais justement, c'est important du coup est-ce que toi, tu essayes de créer une sorte de routine un peu dans ta vie? Ouais, j'essaye un peu, mais c'est important c'est très dur quand tu voyages beaucoup. Et je sais pas, en fait, c'est important dans une certaine mesure, mais je suis pas sûr que ce soit faire toujours la même chose tout le temps. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose non plus, en fait, pour la créativité. Mais j'ai pas trop étudié le sujet, mais il y a eu un confort déjà. Comment dire, intuitivement, je pense pas qu'il faut faire toujours la même chose tout le temps. Je pense pas que ce soit idéal, tu vois. Enfin, il faut avoir une certaine discipline, une certaine routine. Genre méditer avant de jouer au poker, c'est très bien, tu vois, mais genre avoir une routine, genre, je pense que ça me saoulerait vite. Je vais faire la même chose tous les jours, tout le temps, à telle heure, tu vois. Vraiment super prédéfini. Je pense que c'est pas le genre de choses qui me conviendrait. Mais après, je connais, par exemple, mon coach, en fait, je sais qu'il a une routine et assez stricte, en fait. C'est quoi ça? Mais genre, par exemple, il mange toujours la même chose tout le temps, tu vois. Il mange toujours des. Matin, midi et soir, tu veux dire? Ouais, pratique. S'il peut, il fait ça tout le temps, en fait. Sick. Moi, je peux pas, tu vois. Genre, il mange le même petit déjeuner, genre 365 jours par an. Ouais. S'il pouvait, en fait, personnellement, si je mange toujours la même chose trop fréquemment, en fait, j'en ai marre. J'aime bien changer de. Ouais, moi aussi, ouais. Et ce genre de choses-là, tu vois, et perso, il y en a pour qui il y a des personnes pour qui ça marche et d'autres pour qui ça marche pas, en fait. C'est important de se connaître un peu et de savoir ce qui fonctionne pour soi-même, en fait. Je sais que certaines personnes, s'ils sont en dehors de leur routine, en fait, ils ont du mal à être productifs ou ils sont un peu perdus. Mais personnellement, il faut avoir quelques bases fixes, mais je préfère être un peu, avoir pas mal de liberté pour découvrir d'autres choses et pour aussi être, je pense que ça te fait, enfin, c'est aussi, comment dire, ça te fait réfléchir plus si tu découvres d'autres choses, tu vois, si tu es toujours au même endroit et tout. Même, c'est pour ça, par contre, voyager, c'est vraiment très bien parce que tu découvres d'autres cultures et autres, et ça t'ouvre un peu ça t'ouvre l'esprit à beaucoup de choses différentes, alors que si tu es toujours au même endroit et que tu vas toujours que tu manges toujours la même chose et que tu fais toujours le même circuit dans la journée, en fait, tu rates une grande partie du monde, tu vois. Et en même temps, quand tu normalises un peu tes journées, tu fais l'hypothèse où tu as l'impression que tu vas pouvoir être beaucoup plus productif parce que si tu fais toujours la même chose, tu arrives à dégager plus de temps pour ton activité, non? Parce qu'il y a moins de place laissée au hasard ou à des ouais, dans une certaine mesure, ouais. Après, tu peux planifier, mais en fait, ouais, c'est vrai que tu peux avoir une certaine routine et planifier mais pas que ce soit non plus, en fait, genre, tu vois, si je suis à Prague, par exemple, je peux avoir une routine la semaine où je suis à Prague, en fait, et si jamais je voyage et je vais jouer au poker, ça va être un truc complètement différent, tu vois. Donc pas être strict et fixe tout le temps, mais pouvoir adapter en fait. Je pense que s'adapter, c'est important. C'était important à StarCraft et c'est très important au poker et c'est important dans la vie parce qu'en fait, il va toujours y avoir des imprévus, tu vois. Tu peux jamais
prévoir ce qui va se passer et avoir un plan trop strict en fait. C'est bien d'avoir un plan, des objectifs et tout, c'est très bien, mais il faut toujours être capable de t'adapter parce qu'il va toujours y avoir des imprévus qui vont arriver, je pense. Et donc si tu es capable de t'adapter un peu de manière de manière flexible, si tu es vraiment flexible avec ça, c'est beaucoup plus facile quand il y a des imprévus qui arrivent de revenir sur le bon chemin en fait. Maintenant que tu sais que t'as appris et digué plusieurs trucs dans ta vie vraiment, vraiment loin, est-ce que tu as l'impression que tu as développé un peu une méthode pour apprendre, en plus de juste le faire beaucoup? C'est parce que déjà, je pense qu'en premier, il y a le faire beaucoup. Ouais, le faire beaucoup, surtout au début, en fait, parce que, en fait, comment dire, les premiers niveaux d'apprentissage en fait de compétences en fait tu peux avoir les premiers niveaux facilement en jouant beaucoup, tu vois, et après ou en faisant beaucoup, en répétant l'activité, et après en fait c'est important de trouver c'est important d'échanger. Je pense que ça accélère vraiment même si tu peux apprendre tout seul en fait, en échangeant tu accélères vraiment les process ça accélère vraiment, et je pense que c'est une des parties les plus dures, c'est de trouver des personnes qui ont un peu la même volonté d'exceller, et trouver les bonnes personnes pour échanger. C'est pas forcément toujours évident, surtout dans plein de domaines. Il y a plein de personnes en fait qui parlent beaucoup, mais qui sont pas forcément très qualifiées, tu vois. C'est un peu le problème. Alors comment tu les trouves, toi, par exemple, les bonnes personnes? Bah, c'est plus en fait, c'est pas mal de. J'ai fait pas mal d'erreurs aussi, tu vois. On fait pas mal d'erreurs, je pense, tu vois. Souvent, tu fais des erreurs, tu vois. Tu peux trouver une personne et en fait, tu te rends compte après que c'est pas la personne qui convient, ou que c'est pas que tu as surestimé ses capacités ou ce genre de choses, tu vois. Mais après, il fait beaucoup d'erreurs aussi. Il y a pas vraiment de. Il y a pas vraiment. Quoi. Ouais, il y a plus d'essais. Il y a pas de comment dire, de process fixe et imparable, tu vois. C'est malheureusement. En plus, je suis pas forcément très bon avec les qualités humaines ou autres, tu vois. Je suis pas un très bon juge de. Pourquoi tu disais ça? Bah, juste parce qu'en fait, je sais pas, c'est juste vrai, en fait. Ouais. J'ai plus de mal à juger les humains qu'à analyser tu vois, je suis beaucoup plus à l'aise à analyser des statistiques et des chiffres et des probabilités, parce qu'en fait, il y a toujours des facteurs émotionnels qui sont difficiles à prendre en compte, en fait, tu vois. Les humains, ils réagissent rarement de manière 100% rationnelle, en fait. Ouais, ils ont plein de trucs, ils font plein de trucs bizarres et tout ça. Donc j'ai du mal à comprendre j'ai du mal à comprendre beaucoup de leur motivation, en fait, tu vois. Et donc du coup, comme je comprends pas leur motivation, en fait, j'ai du mal à prévoir ou à prévoir ce qu'ils vont faire, parce qu'en fait, il faut faire des choses qui, pour moi personnellement, en fait, ça a aucun sens, tu vois. Après, pour eux, ça a forcément du sens s'ils le font, tu vois. Mais j'ai du mal. C'est juste que voilà. Et c'est vraiment, du coup, par rapport au poker ou à StarCraft, ou quand t'as des zones où t'es moins bon, j'imagine que tu vas essayer de progresser à fond, d'aller à fond là-dedans. Sur le côté humain, social, t'as plutôt mis de côté, ou tu t'es pas dit, tiens, je vais. Un petit peu, bah en fait un peu, mais en fait, je pense aussi que je suis pas. C'est les choses où je suis pas très bon à la base, en fait, je suis pas doué, et je pense que je serai jamais un des meilleurs pour les humains, ou un des meilleurs pour les interactions sociales ou autres, tu vois. Donc c'est important quand même de s'améliorer un petit peu, mais donc en fait, toi, ce qui te stimule, c'est d'arriver à exceller dans la discipline, c'est ça? Ouais, arriver à exceller ou arriver à exceller, ça me stimule beaucoup, c'est vrai. S'il y a quelque chose dans lequel je suis vraiment pas bon, en fait, même si je peux m'améliorer et être un des meilleurs, en fait, tu peux être passionné par quelque chose dont tu n'es pas très bon, mais en général, personnellement, je trouve que je trouve que c'est plus motivant, et c'est un meilleur usage de mon temps de m'améliorer dans quelque chose dans lequel je peux être très bon, ou quelque chose qui me motive, plutôt que quelque chose qui est un peu plus alien pour alien, je sais pas, alien, étranger, un peu plus étranger pour moi, tu vois. Ouais, en fait ce que tu vis un peu, toi, c'est t'appuies en fait vraiment sur tes forces, et tu passes pas tellement de temps en fait sur les côtés où t'es moins bon. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Après, chacun est différent. Je suis pas sûr que c'est la meilleure stratégie, tu vois, mais c'est juste que les côtés où je suis moins bon, ça va être aussi plus frustrant, tu vois, et c'est pas
Ouais, parce que si t'appuies sur des côtés où t'es moins bon, et que du coup, ça te fait peut-être une personne plus équilibrée. Ouais, mais du coup, moins excellente, forcément. Ouais, bah, moins excellent dans un domaine, c'est sûr. En fait, de toute façon, en fait, c'est que des. Tu vois, pour être excellent quelque part, il faut forcément sacrifier d'autres parties de. C'est un peu. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. En fait, si tu veux être excellent dans un domaine, il faut sacrifier d'autres domaines. Je pense, tu vois, tu peux pas être excellent partout si tu veux vraiment atteindre quelque chose, en fait, même sans parler d'excellence, tu vois, si tu veux vraiment atteindre quelque chose, en fait, ou vraiment t'impliquer dans quelque chose, ça demande forcément des sacrifices dans d'autres choses, en fait, tu vois. Bon, après, on l'internalise pas forcément comme ça parce que si on, comment dire, si on est vraiment passionné de quelque chose, en fait, on adore faire ça. En fait, et tu prends pas en compte tous les sacrifices externes que tu fais parce qu'en fait, c'est quelque chose qui t'intéresse pas forcément à la base. Tu vois ce que je veux dire, mais tu peux pas être. Enfin, surtout l'univers est tellement vaste, il y a tellement de domaines que tu peux pas être même pas excellent, mais juste genre, enfin, juste impliqué de manière importante et juste connaître beaucoup de domaines, c'est impossible en fait parce que des domaines tellement différents que. Ouais. Il y a des choses que tu as l'impression du coup d'avoir sacrifié toi maintenant? Non, pas spécialement. Après, c'est un sacrifice, mais en fait, si ça t'intéresse pas, c'est pas vraiment un sacrifice, tu vois. Genre, des fois, j'étais une émission de radio hier et les gens, ils me parlaient de je sais plus qui, de personnalités. Je connais personne, tu vois. Je connais, je connais personne en France et je sais pas trop ce qui se passe. Ouais, je sais un petit peu ce qui se passe, mais tu vois, je sais pas de manière approfondie ce qui se passe au monde ou s'il y a des scandales ou je sais pas quoi. C'est genre, ça me passe un peu au-dessus de la tête et après, je sais pas, il y a forcément des choses que j'ai sacrifiées parce que c'est pour avoir la carrière que j'ai eue, tu vois, mais ça me dérange pas. Et en plus, après, en fait, de toute façon, tu peux toujours le faire plus tard, tu peux toujours t'impliquer plus tard dans pas tout, mais la plupart des choses, à part les activités physiques, tu vois, je pense que tu peux quand même faire tout ce qui requiert pas un niveau d'activité physique de compétition intense, tu peux très souvent les faire plus tard, a priori. Ouais, c'est ça. Donc l'idée, c'est peut-être de mettre hiérarchiser par ordre de priorité, tu sais, dans l'ordre les choses que tu veux vraiment faire. Et quitte à faire des sacrifices, au pire, tu les laisses pour la fin, quoi. Ouais. Bah en plus, même s'il y a des choses que tu veux faire, en fait, comme on évolue quand même, tu vois, je veux pas faire les mêmes choses quand j'avais 20 ans que maintenant, et dans 10 ou 20 ans, je voudrais faire d'autres choses également, tu vois. Donc c'est pas les choses, ce que t'as envie de faire et ce qui te motive, ça évolue en fonction du temps également, en fait, tu vois. Donc tu peux pas dire que j'aurais bien aimé faire ça avant et être meilleur là-dedans, mais en fait, parce que c'est ce que tu veux faire maintenant, tu vois, mais genre il y a 10 ans, tu t'en fichais de ce domaine particulier, en fait. Et donc du coup tu peux pas vraiment réfléchir comme ça parce qu'en fait t'aurais jamais fait ça il y a 10 ans, je sais pas, ça t'intéressait pas, quelque chose qui t'intéresse maintenant. Je suis sûr qu'il y a plein de choses qui t'intéressent maintenant et il y a 10 ans oui, complètement. Donc tu peux pas te dire si j'avais fait ça il y a 10 ans, mais en fait il y a 10 ans mais tu arrives toi justement à pas être trop dans l'anticipation du futur ou penser au passé, enfin à être vraiment dans ce que tu fais maintenant. Ouais, j'essaie. C'est pas toujours évident, mais j'essaie. C'est plus le futur ou plus le passé auquel tu penses? Un peu plus le futur, mais j'arrive bien maintenant quand même. Ça va. Ouais. Et parce que par rapport à ça, en plus le passé, de toute façon, c'est fait. En fait, tu peux pas. C'est vraiment le futur. À la limite, tu peux encore prévoir d'autres choses et tu peux changer, tu vois. Mais le passé, c'est important d'apprendre de tes erreurs, mais une fois que t'as fait ça, je trouve que ça sert à rien de trop ressasser le passé parce qu'en fait tu peux plus l'influencer, en fait, tu vois. C'est fait, ce qui est fait, c'est fait, et il faut comment dire, ouais, mais c'est presque une discipline mentale, je trouve, de moins penser au passé. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai l'impression que c'est une discipline mentale, tu vois. Sinon, j'ai plutôt tendance à y penser souvent, au passé, au futur, et en fait, il faut que je m'entraîne. Maintenant, ça va mieux, je trouve. En fait, peut-être que je vieillis aussi, je sais pas, mais plus je grandis, moins j'ai cette tendance à trop y penser, mais j'ai l'impression aussi que des trucs comme la méditation, des choses comme ça, la méditation, ça aide quand même. C'est bien pour ça, ouais. Même si c'est un peu, c'est pas toujours le plus intéressant à faire. Après, à terme, ça aide quand même pour aussi à vraiment être impliqué au moment présent. Je pense que c'est vraiment très, très important comme concept. Et c'est pas facile du tout. Toi, t'as l'impression d'avoir fait des erreurs dans ta carrière, ou par exemple, si tu te revoyais plus jeune, tu te dirais quoi? Des erreurs dans ma carrière, je sais pas vraiment
dans la gestion de carrière, mais j'ai forcément fait des erreurs. Ouais. J'ai fait pas mal d'erreurs, mais après, en fait, de toute façon, si je me voyais jeune, en fait, je m'écouterais pas. Tu vois, si tu fais pas ces erreurs-là, en fait, je pense qu'il y a des erreurs qu'il faut faire. T'es obligé de les faire pour apprendre, surtout la première fois, tu vois. Après, si tu répètes la même erreur plusieurs fois, c'est pas bon et c'est stupide, tu vois. Mais les premières fois, je pense que c'est essentiel. C'est essentiel d'avoir fait l'expérience et d'avoir. De toute façon, en fait, tu apprends beaucoup de tes expériences, en fait. Donc, tu apprends même beaucoup plus quand c'est des expériences ratées que quand c'est des expériences réussies, tu vois. Toi, tu sais ce que tu as appris de tes expériences ratées, par exemple? Ouais, j'ai appris à être. Ouais, j'ai appris pas mal de mes expériences. J'ai appris pas mal de mes expériences ratées, ouais, donc c'est important. C'est important de toujours le faire et après, en fait, ouais, d'un côté, si tu rates moins, tu peux apprendre des expériences des autres, tu vois, mais c'est pas la même chose. C'est pas aussi marquant en général et très souvent, en fait, tu peux lire plein de choses et tu peux lire plein de choses sur ce qu'il faut pas faire et du moment que tu fais pas les erreurs toi-même, tu vas pas l'apprendre, tu vois. Ouais, donc en fait, ça sert à. Mais il y en a qui peuvent l'apprendre, c'est très bien, mais personnellement, j'ai du mal à anticiper les erreurs que je vais faire en fonction des expériences d'autrui, tu vois, ou des connaissances que je peux avoir d'autres. Et l'expérience, c'est quand même très, très important, tu vois. Ouais, je pense que souvent, les gens ont peur de faire des choses parce qu'il y a moi, en tout cas, ça m'est arrivé aussi beaucoup parce qu'il y a cette peur de rater, tu vois, ou de te tromper ou de faire des erreurs. Mais en fait, toi, ce que tu dis, c'est que tant mieux, limite, c'est ça? Ouais, tant mieux, parce qu'en fait, tu peux apprendre de tes erreurs, et en fait, c'est en ratant c'est souvent en ratant que tu t'améliores aussi, et que tu te renforces, tu vois. C'est toujours plus facile quand tout va bien et autres, c'est très bien, mais c'est beaucoup plus facile aussi, et du coup, en fait, si tu prends jamais de risque, ou si tu fais jamais, tu vas forcément faire des erreurs, tu vois, mais si tu prends jamais de risque à un moment donné, en fait, comme il y a beaucoup d'imprévus dans la vie, tu vois, il y a forcément des choses qui vont arriver, qui vont te perturber et si t'es pas habitué à ça, je pense que c'est plus difficile également, tu vois. Tu penses que quand et je pense qu'en plus c'est pire d'avoir des regrets de pas avoir fait ça, parce que même si tu peux faire pratiquement, je pense que tu peux faire la plupart des choses tout le temps, tu vois, il y a quelque chose que les regrets de pas avoir fait quelque chose, c'est pire que d'avoir fait quelque chose et de l'avoir raté. Et après, ça dépend évidemment tout est, comment dire, ça dépend ce que tu vas faire. Et si tu le rates, si tu meurs, c'est pas une bonne chose, tu vois, ou si c'est vraiment quelque chose qui handicape trop le futur. Mais sinon, si la plupart des choses, en fait, la plupart des personnes, en fait, ils pensent que, ouais, ils veulent pas prendre de risques parce qu'ils ont la peur de rater. Mais en fait, si tu réfléchis bien, même si tu rates quelque chose que t'as commencé, en fait, genre, dans 2 ou 3 ans, la plupart du temps, ça aura aucune conséquence sur ta vie, ou même dans moins, tu vois, des fois, même dans 6 mois ou dans un an, ça aura pas de conséquences majeures de fait d'avoir raté, alors que en fait, c'est un peu un rapport risque-récompense, tu vois. Souvent, le risque, en fait, si quelque chose que tu veux entreprendre, ça rate, ça aura des conséquences relativement mineures, mais si ça réussit, par contre, ça peut changer ta vie et ça peut changer beaucoup de choses. Donc le rapport risque-récompense, il est très bon. Donc c'est dommage de pas le prendre, tu vois. Et tu dirais que justement, à force de prendre des risques, ou en tout cas de se mettre dans des situations d'inconfort ou d'incertitude, est-ce que justement tu deviens meilleur pour gérer les problèmes plus tard quand ils arrivent, ou l'incertitude quand elle arrive plus tard? Ouais, dans un certain sens. En fait, déjà, j'ai beaucoup plus quand tu fais ça, en fait, et si tu prends en compte la variance, en fait, il y a beaucoup de variance dans la vie, tu vois, et donc du coup, tu peux avoir un plan et la manière dont tu penses que ça va se dérouler, mais en fait, très souvent, ça se déroule de manière différente, en fait, et il y a tellement d'incertitudes partout dans tous les aspects de la vie, en fait, que si tu es un peu conscient de ça, déjà, tu sais très bien que, en fait, ça va arriver un petit peu à la méditation, tu vois, il faut un peu accepter les choses parce qu'en fait, il y a trop d'incertitudes pour que tu puisses tout contrôler, tu vois, donc tu vas essayer de faire quelque chose, il faut être conscient il peut y avoir une déviation et il va forcément y avoir des déviations dans plein d'aspects, et donc accepter ça de manière neutre, tu vois, c'est aussi
c'est aussi important. Mais en fait, si tu en es conscient à l'avance, déjà, c'est beaucoup plus facile parce qu'en fait, tu sais que à n'importe quel moment, presque tout peut t'arriver. Et donc, du coup, comme si tu es conscient de ça, c'est beaucoup plus facile de l'accepter et de s'adapter à ce qui va arriver que si tu as une vision un peu plus rigide, tu vois, et que tu veux que les choses soient d'une certaine manière. Et c'est ce que je faisais un peu quand j'étais plus jeune. Tout le monde veut toujours que ce soit d'une certaine manière, mais en fait, c'est rarement exactement comme on veut, tu vois. Et en fait, il y a tellement de choses qui se passent que ça sert à rien d'essayer de trop changer c'est bien de changer les choses, tu vois, mais il y a des choses que tu peux pas changer, les imprévus, il faut les accepter et après faire avec du mieux possible. Tu veux dire les aléas de la vie, par exemple? Voilà, les aléas de la vie, pareil, mais c'est c'est dans la vie, mais c'est dans tous les domaines, en fait, tu vois, il y a des aléas, il y a une variance ou des aléas au poker, à Starcraft, dans la vie, dans tous les domaines, en fait, et donc Tu veux dire que tu as appris à lâcher un peu le contrôle, c'est ça? Enfin, à lâcher le désir de contrôler les choses ou... Ouais, même si c'est pas contrôler les choses, c'est le désir de vouloir que les choses soient d'une certaine manière, en fait, ou le souhait qu'elles soient d'une certaine manière, et en fait, et en fait juste prendre les choses comme elles sont, et après ça veut pas dire qu'on veut pas changer les choses, tu vois, mais changer tout n'est pas changeable, en fait, et surtout ce qui est pas changeable, c'est la variance et le fait que justement que les choses changent tout le temps, la vie change tout le temps, tout change en permanence, en fait, et ça ce sera pour l'instant, ça a toujours été comme ça, et je pense que ce sera toujours comme ça. Il y aura toujours un changement un changement, il y aura toujours de la variance et des aléas dans pratiquement tout, tu vois, et donc ça, je pense qu'on est un peu obligé de l'accepter, tu vois. Et justement, il n'y a pas un côté un peu qui fait un peu peur dans le fait que tout change tout le temps et tout change hyper vite? Est-ce qu'il n'y a pas un peu la peur parfois de rater le prochain coche ou d'être largué ou ce genre de choses, tu vois? Non, personnellement, je trouve que c'est stimulant et c'est intéressant, et quand tu réfléchis un peu, en fait, surtout les changements technologiques, c'est incroyable à quel point ça change rapidement, tu vois. Genre les smartphones et tout, c'est vraiment fou. Le développement d'internet, Google Maps et tout, c'est incroyable maintenant. Maintenant, je me regarde, je me dis qu'il y avait des personnes qui avaient encore des cartes et tout à l'époque et tout. Ça a vraiment facilité la vie dans beaucoup de domaines, et ça permet de se concentrer sur des choses que ça facilite les tâches mondaines beaucoup quand même. Donc et je pense que c'est que le début, donc c'est vrai que je pense que ouais. J'aime bien le fait qu'on peut pas prédire le futur et qu'il y a que ça va changer encore plus, tu vois, et que ça change en permanence. J'imagine qu'il y a genre au Moyen-Âge, tu vois, la vie des personnes, elle changeait jamais, en fait. Genre la vie de mes grands-parents ou de mes petits-fils, ce serait exactement la même pendant genre 500 ans, tu vois. Et maintenant, en fait, ça change durant notre vie, en fait, il y a tellement de changements que c'est fascinant, je trouve. Ça veut dire qu'on est obligé de continuer à apprendre tout le temps, en fait. Ouais, on est obligé d'apprendre tout le temps, c'est vrai, mais après, il y a des changements qui sont juste, en fait, c'est pas des changements comment dire, on n'est pas obligé d'apprendre, ouais, on est obligé d'apprendre. Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose d'apprendre tout le temps et s'améliorer, mais après, il y a des changements juste qui vont se passer sans qu'on soit obligé d'apprendre le fonctionnement surtout maintenant, en fait, de plus en plus, je pense, tu vois, il y a plein d'objets de technologies qu'on utilise, en fait, on sait pas vraiment comment ça marche, tu vois, c'est tellement complexe, en fait, que c'est tellement complexe que c'est impossible de connaître tout, en fait, tu vois. Enfin, de plus en plus, en fait, je pense que c'est d'ailleurs, comment dire, une tendance dans l'humanité, en fait, c'est qu'on est de plus en plus spécialisé, mais genre de plus en plus tout le temps, tu vois. Et genre je sais pas, il y a 10 000 ou 20 000 ans, en fait, on faisait chaque personne pouvait faire tout ce qu'il fallait faire dans notre vie, tu vois. Et maintenant, en fait, de plus en plus, en fait, il y a une personne, elle est extrêmement compétente dans un domaine, en fait, et se spécialise dans un domaine professionnellement, en fait. Et tout le reste, en fait, on sait pas du tout si on devait recréer l'univers dans lequel on vit, en fait, c'est ce que faire du pain ou construire une table. Ouais. C'est construire c'est impossible, tu vois. Je pense que du coup que à cause de cette tendance ou grâce à cette tendance, tu penses que c'est une bonne stratégie de se spécialiser? Je pense que c'est là où on a le plus de, comment dire, ça dépend si ça nous intéresse, mais c'est là où il y a le plus il y aura une demande pour de plus en plus de choses spécialisées en général, je pense, tu vois. Ouais. Parce que
personne n'a besoin de quelqu'un qui peut se faire 50 choses correctement. En fait, tu vois, tout le monde veut une personne qui puisse exceller ou qui soit la meilleure dans un certain domaine. Et en fait, être bon dans 50 domaines, tu vois, ça sert pas à grand chose. Ça sert pas à grand chose dans la vie dans le monde dans lequel on vit, je pense. Après, si c'est des hobbies et quelque chose qui nous plaît, en fait, c'est très bien, tu vois, Ouais. mais professionnellement, je pense pas qu'il y ait un grand intérêt à être trop diversifié, tu vois. Parce que moi, je sors d'études justement qui étaient très généralistes. Et je trouve comme beaucoup des gens qui ont fait des études similaires aux miennes, on arrive ensuite dans le monde du travail, enfin le monde, quoi, disons, et t'as un peu l'impression que t'as pas vraiment ta place parce que tu sais pas vraiment ce que tu dois faire, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant ce que tu dis. Parce que je me dis que maintenant, je suis dans une période de ma vie où j'essaie de me spécialiser dans des trucs, tu vois, justement. Ouais. Et en fait, je me dis, toutes ces années avant, elles sont bien, elles étaient intéressantes, etc. Mais en fait, elles t'amènent à un point où c'est comme si tu devais recommencer du départ, j'ai l'impression. Alors, je dis pas qu'il faut nécessairement, tout le monde doit se spécialiser, etc. Mais je pense que c'est quand même une dimension que dans les écoles de commerce ou les choses comme ça, on a un peu raté, quoi, je trouve. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, ça dépend aussi des industries ou ça dépend des domaines, tu vois. Mais je pense que, en général, c'est une tendance à long terme juste de l'humanité. En fait, on est de plus en plus spécialisé parce qu'on peut partager de plus en plus les connaissances et en fait, on est bien meilleur si on peut. En fait, il y a des domaines qui sont tellement. En fait, je pense aussi que c'est la complexité de certains domaines. Elle fait que on est obligé d'avoir des spécialistes pour être, tu vois, genre les scientifiques ou autres, genre. Pour aller dans pour designer pour aller dans l'espace ou même les avions, c'est tellement l'aviation, c'est tellement, il y a des domaines tellement complexes en fait que personne peut, si on n'est pas spécialisé, en fait, on pourrait pas accéder à ces domaines-là, tu vois. Et donc je pense que c'est une tendance qui va continuer à mon avis. Et du coup, pour finir, je voulais te demander quelque chose que je me demande beaucoup en ce moment. Du coup, quand t'es vraiment compétiteur et que tu essaies toujours d'être excellent et d'être le meilleur possible, est-ce que tu arrives à être satisfait en fait? Est-ce qu'il y a des moments où tu es satisfait, où tu es content de toi, ou est-ce qu'il y a toujours une insatisfaction nécessaire au fait de progresser tout simplement? Ouais, c'est pas toujours évident. Après, c'est vrai aussi, surtout au poker, c'est frustrant parce qu'il y a une grosse part de variance en fait. Donc tu vois, tu peux jouer très bien et perdre tout le temps. Enfin, pas tout le temps, mais longtemps, tu vois. Mais je pense que c'est important d'essayer de toujours se remettre en cause. Mais c'est important, là, pour le coup, c'est important d'avoir un certain équilibre, tu vois, parce qu'en fait, tu peux pas toujours être on dit pas dissatisfait. On dit insatisfait. On peut pas toujours être insatisfait si c'est pas le mieux. Il faut quand même, faut être conscient de tes lacunes en fait et là où tu peux t'améliorer, mais quand même pas faut pas que ça te rende misérable, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Si tu es trop si tu es misérable tout le temps, sauf si tu gagnes, si tu es le meilleur ou si tu fais le truc parfait, en fait c'est pas non plus une bonne chose. Donc c'est important de trouver l'équilibre et d'être conscient de ce que tu peux faire pour t'améliorer et là où tu as pas été le meilleur, mais en même temps que ça te motive plus pour la suite plutôt que de te frustrer. Je pense que c'est important. Ouais. Bah, merci beaucoup, Elki. Avec plaisir. D'être passé sur Nouvelle École. Et je mettrai tous les liens de ce que tu fais dans la description de l'épisode pour que les gens puissent aller voir sur les réseaux sociaux aussi, par exemple. Ok, super. Ouais, sur Twitter, Facebook, Instagram, partout. Super, merci. Ça marche. Merci d'avoir écouté Nouvelle École. Si l'épisode vous a plu, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour les remercier et pour montrer que Nouvelle École est écoutée. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Nouvelle École de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Il n'y a pas de pub sur Nouvelle École, c'est parce que Nouvelle École est financée par ses auditeurs sur patreon.com. Vous pouvez rejoindre cette communauté et soutenir Nouvelle École à partir de 2 € par mois, soit un café par mois en allant sur patreon.com/Nouvelle École Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin,
Pour ne rien manquer des actualités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Nouvelle École. Merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine. Nouvelle école, je donne ça à l'ancienne.